Bonjour, je vous propose une vidéo sur les CDS, c'est-à-dire sur les Credit Default Swaps. Pour traiter des CDS, je vais suivre le plan suivant en 5 parties. Premièrement, le contexte. Deuxièmement, les principes. Troisièmement, les différences entre un CDS et une assurance crédit. Quatrièmement, l'écart éventuel entre le spread de crédit et le spread du CDS. Et enfin, je prendrai un exemple détaillé d'évaluation d'un CDS. Alors, commençons par le contexte. Les CDS sont accusés d'être à l'origine de la crise financière de 2007-2008 et notamment des difficultés de l'assureur AIG. Je rappelle que les difficultés d'AIG, AIG ayant affiché des pertes d'environ 100 milliards de dollars en 2008, les difficultés d'AIG ont nécessité l'octroi d'un prêt de 182 milliards de dollars de la part de la Fed et du département du Trésor américain, prêt qui a finalement pu être remboursé, notamment grâce à d'importantes cessions d'actifs. Alors, le montant des transactions sur les CDS est encore relativement important, puisque au premier trimestre 2023, il atteignait un peu plus de 1000 milliards de dollars, 1071 milliards de dollars, mais ce montant est en très nette baisse si l'on se compare au niveau qui avait été atteint en 2007. Je rappelle qu'à l'époque, les transactions sur les CDS avaient atteint un montant de l'ordre de 58 000 milliards de dollars. Alors, les CDS ont d'abord pour vocation de permettre à un prêteur de se couvrir contre le risque de défaillance d'un emprunteur. Très simplement, le porteur d'une obligation qui craint que l'émetteur ne soit pas en mesure de faire face au service de sa dette peut se couvrir en achetant des CDS. Alors, on peut également acheter des CDS alors qu'on ne détient aucune obligation. L'acheteur de CDS qui ne détient aucune créance spécule en fait sur le risque de faillite d'une entreprise. En effet, plus le risque de faillite va augmenter pour déboucher éventuellement sur la faillite, plus la demande pour les CDS va augmenter et donc plus leur prix va augmenter. Donc celui qui aura parié à temps sur la faillite, c'est-à-dire qui aura acheté à temps des CDS, pourra les revendre avec une plus-value d'autant plus importante. Alors voyons les principes. D'abord, je voudrais commencer par définir ce qu'est un CDS. Un CDS, c'est le droit de vendre une obligation, qu'on appelle un actif de référence, pour sa valeur nominale en cas d'événement de crédit, qui doit être spécifié contractuellement, et tout cela moyennant le paiement annuel d'une prime. Alors, l'événement de crédit, ça peut être une faillite, ça peut être un défaut de paiement, ça peut être la restructuration de la dette, comme ça peut être un moratoire sur la dette. L'actif de référence, en principe représenté par une obligation, peut correspondre à de la dette souveraine, en France de l'OAT, de la dette d'une institution financière, une banque, une compagnie d'assurance, ou de la dette d'une entreprise industrielle ou commerciale. La prime du CDS, c'est, comme on dit pour les options, le prix du CDS. Alors cette prime ou ce prix est exprimé en pourcentage du notionnel. Alors le notionnel, c'est quoi? C'est la valeur nominale qui va être utilisée pour calculer la valeur de l'instrument. Alors je m'explique sur un exemple numérique très simple. Si on a un CDS qui est coté 200 points de base, 200 points de base, ça veut dire 2%, sur un notionnel de 1 million d'euros, ça veut dire que l'acheteur du CDS devra payer chaque année, pendant toute la durée de vie du CDS, au vendeur du CDS 2% de 1 million d'euros, ce qui fait bien évidemment 20 000 euros. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de swap? Parce que, d'un côté, je me réfère au graphique qui est en haut de la slide, on a un acheteur de CDS qui paye chaque année une prime
au vendeur du CDS et inversement, le vendeur du CDS indemnisera l'acheteur du CDS si un événement de crédit se produit. Donc le paiement par le vendeur à l'acheteur est conditionné à l'occurrence d'un événement de crédit. C'est pour ça que l'on parle de paiement contingent. Alors, au niveau du paiement, il y a deux modalités possibles. La première modalité, qu'on appelle dans le jargon physical settlement, c'est quoi? C'est le vendeur du CDS reçoit l'actif de référence, l'obligation, qu'il peut revendre immédiatement à sa valeur de marché. Il perd alors la différence entre son prix d'achat au nominal, c'est-à-dire le montant qui avait été garanti à l'acheteur, et sa valeur de marché. Mais il peut aussi conserver l'actif de référence dans l'espoir d'une remontée de sa valeur. Alors prenons un exemple. La valorisation de l'actif de référence est de 40. La vente de l'actif de référence par le propriétaire du CDS au vendeur du CDS est de 1 million d'euros. C'est le notionnel. Alors, le vendeur du CDS, qui a donc acheté le CDS pour 1 million, peut revendre le titre à 40% d'1 million, ce qui nous fait 400 000 euros. Il réalise ainsi une perte de 1 million, prix qu'il a payé, moins 400 000, prix qu'il encaisse, montant qu'il encaisse plutôt, lors de sa revente. Ce qui fait donc une perte de 600 000 euros. Alors, plutôt que de devoir récupérer l'actif de référence puis le revendre, on peut envisager une deuxième modalité qu'on appelle le cash settlement, qui est une modalité dans laquelle le vendeur du CDS verse directement à l'acheteur du CDS la différence entre le nominal et la valeur de marché. Si je reprends l'exemple précédent, si la valorisation de l'actif de référence est égale à 40, eh bien, le paiement par le vendeur du CDS à l'acheteur, ce sera 1 moins 40%, que multiplie 1 million, ce qui fait 600 000 euros. Donc en fait, le vendeur du CDS perd 600 000 de la même façon qu'il a perdu 600 000 dans la première modalité. Alors, le CDS, c'est en fait une assurance contre la survenance d'un événement de crédit. Car si événement de crédit il y a, l'acheteur récupère le montant du nominal de sa créance comme s'il était assuré contre le risque de défaut de l'entreprise. Alors, malgré tout, un CDS et une assurance crédit, ce n'est pas la même chose. Il y a un certain nombre de différences. Tout d'abord, il est inutile pour l'acheteur de CDS de détenir l'actif de référence. Je veux dire que l'acheteur de CDS, dans ce cas, l'acheteur de CDS nu, n'assure rien. Il spécule sur le risque de défaillance d'une entreprise. Deuxièmement, il est inutile pour l'émetteur d'un CDS d'être une institution financière régulée, alors qu'un assureur crédit comme la COFAS en France est une institution financière régulée. Il est inutile pour l'émetteur de constituer des provisions techniques, ce que les compagnies d'assurance sont obligées de constituer dans leurs comptes chaque année. Il est inutile pour l'émetteur de diffuser régulièrement des informations sur le risque encouru, contrairement aux compagnies d'assurance. Et enfin, la valorisation des CDS en mark-to-market par l'acquéreur conduit
à introduire un élément de volatilité dans son compte de résultat, contrairement à la détention d'une police d'assurance. Alors, on a un spread du CDS et on a un spread de crédit. Je veux dire que le prix à payer lorsqu'on achète un CDS, d'accord, c'est ce qu'on appelle le spread du CDS. Par ailleurs, lorsqu'on s'endette et que l'on est un émetteur entre guillemets risqué, eh bien, on doit rémunérer le prêteur à un taux sans risque plus un spread de crédit. Alors, en principe, je dis bien en principe, le spread de crédit doit être égal au spread du CDS. Je prends un exemple encore une fois très simple. Si j'ai un taux sans risque de 5%, que j'ai un spread de crédit de 2%, le taux de rémunération pour le prêteur à l'entreprise risquée est de 7%. Si on veut annuler le risque de crédit, eh bien, l'investisseur va devoir se contenter du taux sans risque. Ça veut donc dire que le prix du CDS, que je note petit x, doit vérifier l'équation très simple suivante. 7% de rémunération en tant que prêteur prenant des risques, moins petit x qui est le coût du CDS, ça doit me donner 5% qui est le taux auquel je suis rémunéré si je ne prends aucun risque, puisque 5% c'est le taux sans risque. Et donc x, le prix du CDS, c'est 2%. Et 2%, c'est, dans notre exemple, le spread de crédit. Donc sur la base de cet exemple, le spread de crédit et le spread de CDS, c'est la même chose. Voilà. Mais en pratique, il y a souvent une différence entre le spread du CDS et le spread de crédit. Cette différence, spread du CDS moins spread de crédit, c'est ce qu'on appelle la base. Alors, la base peut être positive comme elle peut être négative. Une base positive, c'est un spread du CDS qui détermine le montant à payer, qui est supérieur au spread de crédit. Alors le spread du CDS est supérieur au spread de crédit parce qu'il y a une forte demande de couverture des risques de crédit, notamment de la part des banques, et qui dit augmentation de la demande, dit augmentation du prix, donc du spread du CDS. Ensuite, dans l'hypothèse d'un physical settlement, il faut que l'acheteur du CDS, qui constate un événement de crédit, livre une obligation. Il va choisir l'obligation la moins chère à livrer, ce que l'on note habituellement MCL, et il y a une incertitude quant à l'obligation qui va devoir être livrée. Et donc, du fait de cette incertitude, eh bien, le prix à payer pour le CDS peut être un petit peu supérieur au spread de crédit, d'où une différence, spread du CDS moins spread de crédit, qui va être positif. Inversement, on peut avoir une base négative. Alors, pourquoi est-ce que le vendeur du CDS accepte-t-il un spread qui détermine le montant qu'il va percevoir inférieur au spread de crédit? Parce qu'il n'a pas à immobiliser de capital. Par ailleurs, il y a incontestablement un risque de contrepartie qui est supporté par l'acheteur du CDS. Je veux dire que si j'achète un CDS, je suis en principe assuré par le vendeur, mais si le vendeur fait faillite, eh bien, il ne pourra pas honorer la totalité des obligations qu'il aura prises. Donc, comme il y a un risque de contrepartie, le prix du CDS peut baisser et se retrouver inférieur au spread de crédit. Et puis, lorsqu'il y a abondance d'offres de CDS, lorsque l'offre de CDS est supérieure à la demande, la loi du marché fait que
le spread du CDS diminue et conduit à une base négative. Alors prenons tout de suite un exemple d'évaluation précise d'un CDS. Alors, les hypothèses sont les suivantes. Le taux sans risque, le Libor, est à 4%. Le taux de recouvrement en cas de défaut est de 40%. Donc le taux de recouvrement, c'est quoi en cas de défaut? C'est le prix du notionnel après annonce de l'événement de crédit. La perte en cas de défaut, qui est le complément à l'unité du taux de recouvrement, dans notre exemple, serait de 60%. Si je récupère 40% de la valeur d'une obligation, ben j'en ai perdu 60%. Les dates de paiement du CDS sont supposées être en fin d'année et les dates de défaut possibles sont supposées être à mi-année. Alors, on va considérer que la probabilité de défaut au cours d'une année donnée, sachant qu'il n'y a pas eu de défaut avant, est de 3%. Le spread recherché va être noté petit s. Le spread, c'est quoi? C'est l'espérance de perte en cas de défaut en pourcentage du nominal. Alors, si j'appelle petit p la probabilité de défaut, eh bien, le spread, c'est quoi? C'est ce que je perds, c'est-à-dire 1 moins le taux de recouvrement, c'est-à-dire la perte en cas de défaut, multiplié par la probabilité de défaut. Je répète que la perte en cas de défaut, c'est 1 moins le taux de recouvrement, mais la perte espérée au sens mathématique, pas souhaitée, la perte espérée en cas de défaut, c'est donc 1 moins le taux de recouvrement que multiplie la probabilité de défaut. Alors, je prends un exemple tout simple. Si nous avons une probabilité de défaut de 3%, que nous avons un taux de recouvrement de 40%, eh bien, ça veut dire que le spread, c'est-à-dire la perte espérée, c'est 3% que multiplie 1 moins le taux de recouvrement, c'est-à-dire 60%, et 3% fois 60%, ça nous fait 1,8%. Alors, on va faire l'hypothèse que la durée de vie du CDS est de 5 ans. Ça veut dire que si j'achète le CDS, je m'assure contre un risque de défaut, contre un événement de crédit, devrais-je plutôt dire, pendant 5 ans. Et je vais commencer par expliciter ce qui ressort du tableau en haut à gauche. Donc, il a été dit que, par hypothèse, la probabilité de défaut au cours d'une année, donc la première année, sachant qu'il n'y a pas eu de défaut avant, est de 3%. Par conséquent, la probabilité de survie en une année est de 1 moins 3%, ce qui fait 97%. La deuxième année, la probabilité de défaut de 3%, je l'applique aux 97% correspondant à la probabilité de survie. Et 97% fois 3%, cela nous donne 2,91%. Le 0,0291 qui est sur la deuxième ligne dans la colonne probabilité de défaut du premier tableau. La probabilité de survie, ce sera du coup 1 moins 3%. Si j'ai une probabilité de défaut de 3%, j'ai une probabilité de survie de 1 moins 3%, de 97%, n'est-ce pas, appliqué à 0,97, ce qui nous donne 0,9409. Troisième année, la probabilité de défaut, ce sera 3%, appliqué à la probabilité de survie à l'issue de la deuxième année,
c'est-à-dire 3% appliqué à 0,9409, ce qui nous donne 0,0282. Et de la même façon, la probabilité de survie, ce sera 1 moins 3%, c'est-à-dire 97% fois 0,9409, ce qui nous donne 0,9127. Même méthode pour la 4e et la 5e année. Alors, la première chose que nous allons calculer, c'est la valeur actualisée des paiements espérés par le porteur du CDS pour 1 euro de notionnel. Alors, je vais commenter maintenant le tableau qui est en bas à gauche. Donc, nous avons nos 5 années, 1, 2, 3, 4, 5. Pour chacune des années, j'ai repris la probabilité de survie qui correspond à la colonne en jaune du tableau au-dessus. Eh bien, le paiement espéré, si j'ai une probabilité de survie de 97%, pour un notionnel de 1 euro et un spread petit s, ce sera tout simplement 0,97 fois S. En d'autres termes, le paiement, ce sera S fois 1 euro, mais le paiement espéré, c'est 1 fois S que multiplie la probabilité correspondante, c'est-à-dire 0,97. Ce montant est supposé payer dans un an. Dans un an, dans l'hypothèse où, bien évidemment, il n'y a pas eu d'événement de crédit, qu'il n'y a pas eu de défaut, de moratoire, de restructuration de la dette ou tout autre événement de crédit. Par conséquent, il convient d'actualiser au taux sans risque ce paiement espéré. Et si on actualise en temps continu, il suffit de multiplier par l'exponentielle de moins 4% que multiplie 1 puisqu'on est la première année et le détail du calcul est mis dans la colonne en vert sur la droite. Donc ça nous donne pour la première année, donc un facteur d'actualisation de 0,9608, je répète, 0,9608, c'est exponentielle de moins 4% fois 1, et si j'applique ce facteur d'actualisation de 0,9608 au paiement espéré de 0,97S, j'obtiens 0,9320 S. Même chose la deuxième année, je rappelle que nous avons une probabilité de survie de 0,9409 la deuxième année. Je rappelle que ce qui est payé pour 1 euro de notionnel, c'est S fois 1 euro, c'est-à-dire S, mais le paiement espéré, au sens mathématique, c'est la probabilité de survie que multiplie ce paiement, c'est-à-dire 0,9409 fois S. Je dois multiplier ce paiement espéré par le facteur d'actualisation en temps continu, c'est-à-dire par l'exponentielle de moins 4% fois 2, ce qui nous donne 0,9231. Et il s'avère que 0,9409 fois 0,9231, ça nous donne 0,8686 S. On fait la même chose pour les années 3, 4, 5 et on obtient une valeur actualisée de la totalité des paiements espérés en faisant l'addition de tous les nombres qui sont dans la dernière colonne du tableau et ça nous donne 4,0675 S. Alors, je continue les calculs et je fais apparaître un deuxième tableau ici qui est la valeur actualisée espérée du paiement résiduel en cas de défaut. Je veux dire que le défaut ne peut intervenir par hypothèse dans cet exemple qu'en milieu d'année. Voilà, c'est-à-dire au bout de 0,5 années, je suis en train de lire la première colonne du tableau, 1,5 années, 2,5, 3,5 ou 4,5 années. J'ai repris en bleu les probabilités de défaut de la slide précédente.
c'est-à-dire 0,03, 0,0291, etc. Le paiement espéré en cas de défaut à mi-année, ça va être ce qu'on aurait payé en fin d'année, mais proratisé à une demi-année. Donc, je rappelle qu'on est sur une hypothèse de notionnel de 1 euro. Par conséquent, le montant payé normalement, c'est 1 euro fois S, mais le montant probabilisé, ce serait 0,03 fois S, ce qui nous donne le paiement espéré. Mais comme il convient de proratiser ce montant sur une demi-année, eh bien, évidemment, en divisant par 2, 0,03 divisé par 2, ça fait 0,015 et donc un paiement espéré de 0,015 S. Le facteur d'actualisation que je vais appliquer au paiement espéré, c'est exponentiel de moins 4% fois 0,5, ce qui nous donne pour la première année 0,9802. Et donc, si je multiplie le paiement espéré 0,015S par 0,9802, ça nous fait une valeur actuelle, ou actualisée, c'est pareil, de l'espérance de paiement qui va être égale à 0,0147S. Deuxième ligne, si le défaut intervient entre la première et la deuxième année, c'est-à-dire au bout d'1 an et demi, nous savons que la probabilité de défaut est de 0,0291. Le paiement espéré pour 1 euro de notionnel avec un spread S sur l'ensemble de l'année aurait dû être de 0,0291 S, mais pour une demi-année, le paiement espéré, c'est la moitié, c'est-à-dire 0,0146 S. Quant au facteur d'actualisation, pour une actualisation en temps continu, c'est bien évidemment pour la deuxième ligne exponentielle de moins 4% fois 1,5, ce qui nous donne 0,9418. Et si je multiplie le paiement espéré 0,0146S au bout d'1 an et demi par le facteur d'actualisation 0,9418, j'obtiens une valeur actualisée de l'espérance de paiement de 0,0137S. Et si je fais l'addition de toutes ces valeurs actualisées d'espérance de paiement, ça nous donne 0,0642S. Alors qu'il s'agisse du tableau de la slide précédente ou de ce premier tableau sur cette slide, nous avons traité ici de ce qui devait être payé par l'acheteur du CDS. Parlons maintenant du paiement contingent par le vendeur du CDS. Alors, évidemment, cela intervient au moment de l'incident de paiement, c'est-à-dire à mi-année. Ça veut dire que pour les deux premières colonnes, j'ai repris les deux mêmes premières colonnes que dans le tableau du dessus, c'est-à-dire un temps qui va de 0,5 années à 4,5 années, une probabilité de défaut qui est toujours la même, correspondant à la colonne en bleu. Je précise que nous sommes dans une logique de taux de recouvrement de 40%. Par conséquent, le paiement espéré, c'est 60% que multiplie la probabilité de défaut correspondante, c'est-à-dire 3% ou 0,03. Et 60% de 3%, ça nous fait 0,0180. Ce montant, ce paiement espéré doit être actualisé. Le facteur d'actualisation correspondant qui a déjà été calculé pour le premier tableau, c'est-à-dire exponentielle de moins 4% fois 0,5, ça nous donne toujours 0,9802. Et donc la valeur actualisée ou la valeur actuelle du paiement espéré par le vendeur à l'acheteur de CDS, ça va être bien évidemment 0,0180 que multiplie 0,9802, ce qui nous donne 0,0176. Deuxième ligne, si l'incident de paiement intervient au bout d'1 an et demi, eh bien, pour un taux de recouvrement de 40%, eh bien, le montant du paiement espéré
par l'acheteur, de la part du vendeur. Ce sera donc 60% que multiplie, pour avoir un montant espéré, la probabilité correspondante, c'est-à-dire 0,0291, ce qui nous donne 0,0175, qu'il convient d'actualiser en multipliant par exponentielle de moins 4% fois 1,5, c'est-à-dire 0,9418, qui est donc multiplié par le paiement espéré de 0,0175, ce qui nous donne 0,0164. Ça veut dire qu'en faisant la même chose pour un incident de paiement qui intervient au bout de 2 ans et demi, 3 ans et demi ou 4 ans et demi, eh bien, la valeur actuelle de l'ensemble des espérances de paiement, c'est, dernière ligne de ce dernier tableau, 0,0770. Alors, si l'on considère la somme des valeurs espérées actualisées des paiements par le porteur du CDS, eh bien, nous avions en slide précédente 4,0675S plus premier tableau de cette slide 0,0642S. Ça veut dire que le montant des paiements espérés, ou ce serait peut-être plus logique de présenter les choses ainsi, même si ça revient strictement au même, l'espérance de paiement par le porteur du CDS, ce sera 4,1317S. Alors que la somme des valeurs espérées actualisées des paiements au porteur du CDS en cas de défaut par le vendeur du CDS, c'est-à-dire le paiement contingent espéré. Nous venons de le voir, c'est 0,0770. Par conséquent, nous devons avoir l'égalité suivante, 4,1317S, somme des valeurs espérées actualisées des paiements par le porteur du CDS, égale somme des valeurs espérées actualisées des paiements au porteur du CDS, 0,0770, ce qui donne évidemment un spread égal à 0,0770 sur 4,1317S, ce qui nous fait donc un spread de 0,0186. On pourrait écrire 1,86%, mais on préfère écrire 186 points de base.